Je m'appelle Mira Wells et j'ai 28 ans. Il y a 6 mois, j'ai pris l'avion de Los Angeles pour me rendre à Boston à l'occasion du grand jour de ma sœur Victoria. Quand je suis arrivé sur les lieux et que j'ai décliné mon identité, le personnel a eu l'air confus. Ils ont parcouru la liste des invités une fois, 2 fois, puis m'ont regardé avec pitié. Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas ici. J'ai appelé ma sœur pour lui demander. Elle a ricané au téléphone, tu pensais vraiment que tu serais invité? Alors, je suis parti discrètement. J'ai déposé un cadeau sur la table, juste une petite boîte argentée. Des heures plus tard, quand Victoria l'a ouverte devant 400 invités, elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et elle n'a pas cessé de m'appeler depuis. Mais je n'ai jamais répondu. Avant de vous dire ce qu'il y avait dans cette boîte, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous appréciez sincèrement cette histoire. Laissez un commentaire pour me dire d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous. Pour comprendre pourquoi ce cadeau a détruit tout ce que ma sœur avait bâti, je dois vous ramener à l'époque où j'ai réalisé pour la première fois que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'ai grandi dans une maison coloniale de 3 étages à Beacon Hill, Boston. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille parfaite, riche, respectée, le genre de personne qui passait l'été à Martha's Vineyard et faisait des dons aux bonnes œuvres. Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait 2 filles et une seule qui comptait. Victoria avait 3 ans de plus que moi. Elle avait la plus grande chambre, les vêtements de créateur, les cours de piano, les récitals de danse auxquels nos parents assistaient réellement. J'avais les vêtements d'occasion et le silence. Mon 10e anniversaire a été le moment où j'ai enfin compris ma place dans cette famille. Je comptais les jours, passer aux 2 chiffres me semblait important. J'imaginais des ballons, un gâteau avec mon nom dessus, peut-être même une fête comme celle que Victoria avait eue, celle avec le poney, le déjeuner traiteur et 40 enfants de sa classe. Ce matin-là, je me suis réveillé tôt et j'ai couru en bas. La cuisine était vide. Ma mère était au téléphone en train de planifier le prochain bal de débutante de Victoria. Mon père était déjà parti travailler. Aucun d'eux n'a levé les yeux quand je suis entré. « Maman », ai-je dit, « c'est mon anniversaire. » Elle a couvert le combiné. « Je sais, chérie. Nous ferons quelque chose plus tard. » Ils ne l'ont jamais fait. Mais ce soir-là, on a frappé à la porte de ma chambre. C'était grand-mère Eleanor, la mère de mon père, tenant une petite boîte emballée. « Joyeux anniversaire, ma chérie », dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. À l'intérieur se trouvait un appareil photo, pas un jouet, un vrai, avec une lanière en cuir et un boîtier argenté qui pesait lourd dans mes petites mains. « Tu as un œil d'artiste, ma chère. » Elle a touché ma joue. « Un jour, le monde verra ce que je vois en toi. » Je ne le savais pas encore, mais cet appareil photo allait changer toute ma vie. Et grand-mère Eleanor, elle savait exactement ce qu'elle semait. 8 ans plus tard, j'ai obtenu mon diplôme de fin d'études secondaires avec une bourse complète pour la Rhode Island School of Design, l'un des meilleurs programmes d'art du pays. J'ai pensé que mes parents finiraient peut-être par me remarquer. La cérémonie avait lieu un samedi après-midi. J'avais été choisi pour prononcer un court discours sur la poursuite de sa passion. Je me suis entraîné pendant des semaines, imaginant le sourire fier de ma mère, la poignée de main ferme de mon père. Le matin de la remise des diplômes, je suis descendu en robe et toque académique. Victoria était à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Mes parents étaient blottis autour de l'ordinateur portable de mon père. La cérémonie commence à 14 h, ai-je dit. Nous devrions partir à 13 h pour avoir de bonnes places. Ma mère n'a pas levé les yeux. Chérie, un imprévu est survenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Mon père a enfin jeté un coup d'œil vers moi. Victoria a un événement de réseautage avec Goldman Sachs. C'est une opportunité énorme pour sa carrière. Nous ne pouvons pas manquer ça. Je me tenais là, dans ma robe de diplômé, serrant les notes de mon discours. C'est ma remise de diplôme. La photographie n'est pas une vraie carrière, Mira. La voix de mon père était monocorde. Tu devrais peut-être envisager une école de commerce comme ta sœur. Victoria a eu un sourire narquois mais n'a rien dit. Je suis allé à cette cérémonie seul. J'ai prononcé mon discours devant une salle remplie d'inconnus. Et quand ils ont appelé mon nom pour recevoir mon diplôme, j'ai cherché dans le public et n'ai vu qu'un seul visage familier, grand-mère Eleanor. Au premier rang, applaudissant plus fort que quiconque. Après, elle a pris mes mains dans les siennes.
Souviens-toi, chérie, a-t-elle chuchoté. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je ne comprenais pas ce qu'elle voulait dire, pas à ce moment-là, mais j'allais comprendre. Des années plus tard, debout devant le mariage de ma sœur avec une boîte argentée à la main, j'allais tout comprendre. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait 2 valises et j'ai acheté un aller simple pour Los Angeles. Je n'ai pas dit au revoir, il n'y avait personne à qui le dire. Pendant les 10 années suivantes, j'ai construit ma vie dans le silence. J'ai commencé comme assistante d'un photographe de mariage, portant l'équipement et réglant l'éclairage. J'ai appris tout ce que je pouvais. J'ai économisé chaque centime. Et peu à peu, client par client, j'ai construit quelque chose par moi-même. Ma famille ne m'a jamais posé de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours Mira qui prend des photos d'inconnus. Victoria appelait occasionnellement, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me tenir informé de ses réussites, directrice marketing senior à 29 ans, bureau d'angle, fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs. Chaque conversation était une performance, et j'étais son seul public. Je viens de conclure une campagne à 7 chiffres, a-t-elle dit un soir. Et toi? Tu fais toujours tes petites séances photos? J'étais assise dans mon bureau à ce moment-là, celui avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur le centre-ville de là. Celui avec des prix au mur et une liste de clients qui lui feraient tourner la tête. Je m'en sors bien, Victoria. Félicitations pour ta campagne. Merci. Maman et papa organisent un dîner de célébration pour moi la semaine prochaine. Évidemment, tu n'es pas invité. C'est juste la famille proche. J'ai laissé passer l'information. La famille proche. Bien sûr, ai-je dit. Passez un excellent moment. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de mon bureau. Everlit Studio, mon entreprise, 3 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière, des clients célèbres, des articles dans les magazines, une équipe de 12 personnes. Victoria n'en avait aucune idée. Aucun d'entre eux ne le savait. Et pendant longtemps, je me suis dit que je m'en fichais. Je me suis dit que leur approbation n'avait plus d'importance. Mais ensuite grand-mère Eleanor est morte, et tout a changé. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais en train de réviser des contrats quand mon téléphone a sonné un numéro de Boston que je ne reconnaissais pas, Mademoiselle Wells, ici Harrison Lawson, l'avocat de votre grand-mère. J'ai le regret de vous informer qu'Eleanor Hartwell est décédée hier soir. Le monde s'est arrêté. Grand-mère Eleanor avait 82 ans. Elle déclinait depuis des années, mais j'avais toujours pensé qu'il y aurait plus de temps. Une visite de plus, un appel de plus, une chance de plus de lui dire à quel point elle comptait pour moi. J'ai pris l'avion pour Boston le jour même. Les funérailles ont eu lieu à l'église Trinity, remplie de centaines de personnes dont elle avait touché la vie. Grand-mère Eleanor avait été une mécène importante des arts, elle avait financé des galeries, des bourses et des artistes émergents. Elle croyait en la beauté et en ceux qui la créaient. J'étais assise au 3e rang, seule. Mes parents étaient devant, recevant les condoléances. Victoria se tenait à leur côté dans une robe de créateur noir, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Mais j'ai remarqué quelque chose, entre les étreintes compatissantes, Victoria ne cessait de jeter des coups d'œil à ma mère, et ma mère ne cessait de regarder mon père. Ils chuchotaient à propos de quelque chose. La collection de bijoux, j'ai entendu Victoria dire. As-tu parlé à l'avocat de quand nous pourrons, pas ici, a sifflé ma mère. Nous en discuterons après. J'ai fixé le cercueil de grand-mère Eleanor pendant que ma famille comptait ses possessions comme un inventaire. Elle méritait mieux. Nous méritions tous mieux. Après l'office, alors que les gens sortaient, une main a touché mon épaule. Monsieur Lawson, l'avocat cheveux gris, regard bienveillant. Mademoiselle Wells, dit-il doucement. Pourriez-vous rester après? Il y a quelque chose que votre grand-mère voulait que vous ayez. Mon cœur s'est serré. Bien sûr. Je n'avais aucune idée que ce qu'il s'apprêtait à me montrer allait tout changer. Monsieur Lawson m'a conduite dans un petit bureau à l'arrière de l'église. Il a fermé la porte et s'est assis en face de moi, une enveloppe Kraft à la main. Votre grand-mère est venue me voir il y a 2 ans, commença-t-il. Elle était très précise quant à ses volontés. Ce que je vais vous montrer est distinct de son testament public. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient 2 documents et une lettre. Le premier document était un avenant notarié à sa succession.
J'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils ne fassent sens, la collection de bijoux Hartwell. Toute sa collection, évaluée à 2,3 millions de dollars, était à moi. Pas à Victoria. Pas à ma mère. À moi. Mes mains tremblaient alors que j'ouvrais la lettre. Ma très chère Mira, si tu lis ceci, c'est que je suis parti. Mais j'ai besoin que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce choix. Victoria voit ces pièces comme des trophées, des symboles de statut à exposer et à envier. Mais toi, ma chérie, tu vois leur histoire, leur signification. Tu comprends que la beauté n'est pas une question de possession, mais de préservation. Ta mère et ta sœur seront en colère. Elles diront que j'ai fait une erreur. Mais je t'ai vu devenir quelqu'un de remarquable, même quand personne d'autre ne regardait. Ces pièces appartiennent à quelqu'un qui saura les honorer. Elles t'appartiennent. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Il y a encore une chose, dit doucement Monsieur Lawson. Votre grand-mère a demandé que cela reste confidentiel jusqu'à ce que vous décidiez du bon moment pour le révéler. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai rangé les documents dans mon sac et je suis sorti de cette église avec un secret qui allait rester dans mon cœur pendant 6 mois. Je ne savais pas alors que je m'en servirais au mariage de ma sœur. 3 mois après les funérailles, j'ai appris la nouvelle. Victoria s'était fiancée à Marcus Thornton, de la vieille fortune du Connecticut. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial de la Nouvelle-Angleterre. C'était le genre d'union dont mes parents avaient toujours rêvé, la richesse épousant la richesse, le statut consolidant le statut. Le mariage aurait lieu au Grand Belmont Hotel à Boston. 400 invités, un budget à 6 chiffres, chaque détail planifié à la perfection. J'ai attendu mon invitation. Des semaines ont passé. Rien. Je vérifiais mon courrier tous les jours. J'actualisais mes emails constamment. Je me disais qu'il devait y avoir un retard que sûrement ma propre sœur ne. Finalement, j'ai appelé ma mère. Maman, je n'ai pas encore reçu mon invitation pour le mariage de Victoria. Dois-je confirmer ma présence directement auprès d'elle ou, il y eut une longue pause. Mira. La voix de ma mère était prudente. Victoria voulait que je t'en parle. Mon cœur a sombré. C'est juste que. Le mariage est très intime. Victoria a pensé qu'il serait préférable que tu n'y assistes pas, intime, j'ai failli rire. J'ai vu sur son Instagram qu'il y a 400 invités. Une autre pause. Tu sais comment tu peux être lors de ces événements. Maladroite. Nous ne voulons pas que quoi que ce soit détourne l'attention de la journée de Victoria. Je suis restée silencieuse, le téléphone pressé contre l'oreille. Je vois, ai-je fini par dire. Merci de me l'avoir fait savoir, maman. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai parcouru les réseaux sociaux de Victoria, des photos de ses essayages de robes, sa fête de fiançailles, sa liste de mariage chez Tiffany, des commentaires de centaines de personnes la félicitant. 400 invités, mais pas une seule place pour sa propre sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment, puis j'ai pris ma décision. Maintenant, je dois vous demander quelque chose. Si vous étiez à ma place, si votre propre famille vous interdisait d'assister au mariage de votre sœur et mentait en disant qu'il était intime, que feriez-vous? Viendriez-vous quand même? Partiriez-vous pour toujours? Feriez-vous toute autre chose? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir ce que vous choisiriez. Et pendant que vous y réfléchissez, cliquez sur le bouton d'abonnement pour ne pas manquer la suite. Parce que ce que j'ai fait. Personne ne l'a vu venir. J'ai réservé mon vol 3 jours avant le mariage. Los Angeles à Boston. Allez simple. Je n'ai prévenu personne. Je n'ai pas demandé de permission. J'ai simplement préparé un petit sac et l'unique chose que je devais apporter, un cadeau. Il était posé sur le comptoir de ma cuisine dans une boîte argentée avec un ruban blanc assez petite pour tenir dans mon sac à main, assez légère pour qu'on ne puisse jamais deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit précédant mon vol, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de me demander si je faisais la bonne chose. Une partie de moi voulait rester à la maison, me protéger d'un autre rejet, prétendre que je m'en fichais. Mais je m'en fichais. C'était bien là le problème. Pendant 28 ans, j'avais été invisible pour ma famille. J'avais accepté leur dédain, leur favoritisme, leur cruauté ordinaire.
J'avais construit une vie à 5000 km de là et je m'étais dit que c'était suffisant. Ça ne l'était pas. Je ne m'envolais pas pour Boston pour me venger. Je n'allais pas faire de scène ou gâcher la journée de Victoria. Je voulais juste faire une chose, je voulais offrir un cadeau de mariage à ma sœur. Je voulais être vu, juste une fois, comme quelqu'un qui existait. À 6 heures du matin, j'ai mis une robe bleu marine toute simple, mis mon rouge à lèvres et je me suis regardé dans le miroir. Tu peux le faire, ai-je chuchoté. J'ai pris la boîte argentée et je l'ai glissée dans mon sac. Je ne savais pas ce qui se passerait quand Victoria l'ouvrirait. Je ne savais pas si cela changerait quelque chose ou rien du tout, mais je savais que je ne pouvais pas garder ce secret éternellement. Certaines vérités doivent éclater, et grand-mère Eleanor m'avait fait confiance pour trouver le bon moment. Alors que mon avion décollait, j'ai réalisé que le moment était enfin venu. Le Grand Belmont Hotel était tout ce que j'imaginais, et plus encore. Des lustres en cristal, des sols en marbre, d'énormes arrangements floraux dans le hall qui coûtaient probablement plus cher que le loyer de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée alors que des invités en robe de créateurs et costumes sur mesure affluaient vers la salle de bal. Je me tenais à l'écart, serrant ma boîte argentée. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. J'ai lissé ma robe vieux rose, modeste, élégante et je me suis dirigé vers la table de réception. 2 jeunes femmes en noir étaient assises derrière une liste d'invités qui ressemblait à un petit roman. « Bonjour », ai-je dit. « Je suis ici pour le mariage Wells Thornton. »« Bien sûr. »« Votre nom, s'il vous plaît ?»« Myra Wells. »« Je suis la sœur de la mariée. » La femme a souri et a regardé sa liste. Son doigt a parcouru les W une fois, 2 fois, une 3e fois. Son sourire s'est effacé. « Je suis désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. Pourriez-vous vérifier à nouveau ? » WLLS, elle a feuilleté plusieurs pages. L'autre réceptionniste s'est penchée pour l'aider. « Il y a un Harold Wells, dit-elle. Une Patricia Wells, une Victoria Wells bientôt Thornton. » Elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Pas de Myra. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes derrière elle. Je pouvais voir des nappes blanches, des centres de table imposants, des centaines de personnes riant et buvant du champagne. 400 invités. Mais mon nom n'était pas sur la liste. La réceptionniste a bougé, mal à l'aise. « Madame, y a-t-il quelqu'un que je pourrais appeler pour vous ? » « Non, ai-je dit doucement. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. » Je me suis éloigné de la table et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient fermes alors que je composais le numéro de Victoria. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis ma sœur a répondu. « Allô ?» La voix de Victoria était tranchante, impatiente. Derrière elle, j'entendais le brouhaha du cocktail, le tintement des verres, la musique, les rires. « Victoria, c'est Myra. » Un silence, puis un soupir. « Qu'est-ce que tu veux ? » Je suis un peu occupé. Je suis à l'hôtel. Mon nom n'est pas sur la liste des invités. Silence. J'ai attendu. Je sais, finit-elle par dire. C'est parce que tu n'as pas été invité. Même si je m'y attendais, les mots sont tombés comme une gifle. Je suis ta sœur. Et Victoria a ri un son froid et cassant. Tu penses vraiment que tu serais invité ? Ce mariage est pour les gens qui comptent, Myra. Des gens importants, pas pour quelqu'un qui prend des photos pour gagner sa vie. J'ai fermé les yeux. J'ai traversé tout le pays en avion. C'est ton problème, pas le mien. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je voulais juste te donner un cadeau pour te souhaiter du bonheur. Un cadeau ? Elle a ricané. Que pourrais-tu bien me donner que je n'ai pas déjà ? Laisse-moi deviner, un album photo fait maison, ou un bon pour une séance de portrait gratuite. Je n'ai rien dit. Laisse-moi être clair, a poursuivi Victoria. Personne ne veut de toi ici. Ni maman, ni papa, et certainement pas moi. Tu as toujours été une honte pour cette famille. Rentre chez toi, Myra. Retourne à ta petite vie en Californie et arrête de faire semblant d'appartenir à la mienne. Je me tenais dans le hall de l'hôtel, entouré d'inconnus, et j'ai laissé ces paroles m'envahir. J'aurais pu répliquer. J'aurais pu hurler, pleurer ou supplier, mais je ne l'ai pas fait. Je comprends, ai-je dit. Ma voix était calme, posée.
Je laisserai ton cadeau à la table de réception. C'est ça, peu importe. Ne fais pas de scène. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone un instant, puis j'ai souri. Parce que je savais exactement ce qu'il y avait dans cette boîte, et je savais exactement quand elle l'ouvrirait. La table des cadeaux était un chef-d'œuvre d'excès. Des centaines de boîtes emballées de toutes tailles, bleu Tiffany, orange Hermès, blanc glacé avec des nœuds dorés, des carafes en cristal, des cadres en argent et des enveloppes qui contenaient sans aucun doute des chèques avec beaucoup de zéros. Je me suis avancé lentement, ma boîte argentée à la main. La réceptionniste qui m'avait refoulé observait depuis son poste. Son expression était incertaine, compatissante, peut-être, ou juste confuse face à cette femme qui avait été rejetée mais n'était pas partie. J'ai trouvé un espace vide près du bord de la table et j'y ai déposé mon cadeau. Il paraissait petit au milieu de cette grandeur humble, facile à ignorer. J'ai sorti une carte de mon sac et l'ai glissée sous le ruban, à Victoria, de la part de ta sœur Mira. Madame ? Je me suis retourné. La réceptionniste s'était approchée, la voix douce. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir rester ? Je pourrais essayer de parler avec la coordinatrice du mariage, peut-être. Non, merci. Je lui ai adressé un petit sourire. Certains cadeaux parlent plus fort quand celui qui les offre est absent. Elle a cligné des yeux, visiblement incertaine de ce qu'elle devait en penser. J'ai jeté un dernier regard aux portes de la salle de bal. Quelque part à l'intérieur, ma famille faisait la fête. Ma mère était probablement en train de complimenter la robe de Victoria. Mon père serrait probablement la main de gens importants. Et Victoria devait rayonner, savourant l'attention qu'elle avait toujours convoitée. Aucun d'eux ne pensait à moi. C'était très bien ainsi. Ils penseraient à moi bien assez tôt. Je me suis détourné et j'ai traversé le hall, passant devant les lustres, le quatuor à cordes et les gens magnifiques dans leurs vêtements splendides. Je ne me suis pas retourné. Dehors, l'air automnal était vif et pur. J'ai pris une grande inspiration, j'ai sorti mon téléphone et j'ai réservé le prochain vol pour Los Angeles. Alors que mon taxi s'éloignait du Grand Belmont, j'ai souri. La réception allait commencer d'une minute à l'autre, et bientôt Victoria s'approcherait de mon cadeau. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener 2 mois en arrière au moment où le destin, ou peut-être l'esprit de grand-mère Eleanor, a décidé d'abattre une dernière carte. C'était un mercredi après-midi. J'étais à mon bureau en train de réviser des factures quand mon assistante a frappé à la porte. « Mira, on t'appelle. » Une certaine Caroline Ashford. Mon cœur a bondi. Caroline Ashford était une légende dans l'industrie du mariage, propriétaire d'Ashford Events, l'agence de planification de mariage la plus exclusive de la côte Est. Elle avait coordonné des cérémonies pour des sénateurs, des célébrités et des dynasties de vieille fortune. Elle avait aussi été la meilleure amie de grand-mère Eleanor. J'ai décroché. Madame Ashford, cela fait longtemps. Trop longtemps, ma chère. Sa voix était chaleureuse, familière. Eleanor parlait de toi constamment, tu sais. Elle était si fière de ce que tu as bâti. Ma gorge s'est serrée. Merci. Je t'appelle parce que j'ai une mariée à Boston qui a besoin d'un photographe. Très pointilleuse, très exigeante. Elle veut ce qu'il y a de mieux. Et je lui ai dit qu'Everlit Studio est ce qu'il y a de mieux. J'apprécie la recommandation. Il y a une chose que tu dois savoir. Caroline a marqué une pause. La mariée est ta sœur. Je suis resté immobile. Victoria a signé le contrat la semaine dernière, a continué Caroline. Elle n'a aucune idée que tu possèdes l'entreprise. Elle a juste vu notre portfolio et a eu un coup de cœur pour le travail. Vous le saviez. Et vous nous avez quand même recommandé. Ta grand-mère aurait voulu cela, Mira. Elle disait toujours, la vérité finit toujours par se frayer un chemin, la voix de Caroline s'est adoucie. Le contrat est déjà signé. Un acompte non remboursable de 15 000 $. Que tu viennes personnellement ou non est entièrement ton choix. J'ai regardé par ma fenêtre la silhouette de Los Angeles. Ma sœur m'avait engagé. Elle avait signé un contrat avec l'entreprise dont elle ne savait pas que j'étais la propriétaire. Et elle n'en avait aucune idée. Il y avait autre chose que Victoria ne savait pas. Un mois avant le mariage, elle avait organisé un déjeuner de mariés. J'en avais entendu parler par Caroline, qui l'avait appris par les cercles mondains de Boston. 30 femmes, un salon privé au Four Seasons, du champagne et des sandwichs sans croûte,
et Victoria trônant comme une reine. Le sujet de la conversation, la collection de bijoux Hartwell. Les perles de grand-mère seront quelque chose de vieux, avait annoncé Victoria à l'Assemblée. La collection vaut plus de 2 millions de dollars. Elle appartient à notre famille depuis des générations. C'est merveilleux que cela te revienne, avait dit quelqu'un. Eh bien, évidemment. Victoria avait souri. J'ai toujours été la préférée de grand-mère. Elle savait que j'apprécierais ces pièces à leur juste valeur, pas comme ma sœur, qui ne saurait pas distinguer un quartier d'un bijou de pacotille. Ma mère avait acquiescé, sirotant son mimosa. Ta grand-mère voudrait que tu les aies, chérie. Tu as toujours été celle dont elle était la plus fière. Ce qu'aucune d'elles ne savait, la collection était déjà à moi. Elle était à moi depuis 6 mois. Victoria avait contacté Monsieur Lawson à plusieurs reprises pour tenter de réclamer les bijoux avant le mariage. Il l'avait poliment éconduite, invoquant des affaires successorales en cours. Elle pensait qu'il s'agissait simplement de retards administratifs. Elle avait même commandé une vitrine sur mesure pour son dressing, prête à recevoir son héritage. Elle avait parlé de la collection à la famille de Marcus. La vieille fortune est toujours impressionnée par les vieux bijoux. Elle l'avait dit à ses amis. Elle avait probablement déjà prévu quel magazine elle inviterait pour les montrer. Et tout cela reposait sur un mensonge qu'elle ne savait pas qu'elle racontait. Elle se croyait légitime pour posséder ces pièces. Elle croyait que grand-mère Eleanor l'avait aimée davantage. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Et 400 membres de la haute société de Boston allaient en être témoins. Maintenant, retour au présent. Mon taxi m'a déposé à l'aéroport de Logan juste au moment où le soleil se couchait sur le port de Boston. La réception allait bientôt commencer, le service du dîner, les toasts, la découpe du gâteau, et à un moment donné selon la tradition de notre famille la mariée ouvrirait les cadeaux. J'ai trouvé une place dans le salon VIP de la compagnie aérienne et j'ai commandé un café. À travers les fenêtres du sol au plafond, j'ai regardé les avions décoller dans le ciel orangé. Mon téléphone était posé sur la table devant moi, silencieux. Pas d'appel, pas de message. Pas encore. J'ai pensé à grand-mère Eleanor, à la façon dont elle m'avait regardé quand personne d'autre ne le faisait, à l'appareil photo qu'elle m'avait offert quand j'avais 10 ans, celui qui avait tout déclenché. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent, avait-elle dit. Parfois, ce sont ceux qui sont transmis discrètement. Je comprenais maintenant. Elle savait exactement quel genre de femme Victoria deviendrait. Elle savait que mes parents choisiraient toujours ma sœur plutôt que moi. Et elle s'était assurée que, le moment venu, j'aurais la vérité de mon côté. Pas de vengeance, juste la vérité. J'ai bu une gorgée de café et vérifié ma montre. 19h45, le cocktail devait être terminé. Les invités devaient être installés. Le maître de cérémonie devait chauffer la salle, se préparant à inviter Victoria et Marcus à ouvrir quelques cadeaux spéciaux avant le dessert. Ma boîte argentée attendait. À l'intérieur, une copie du testament de grand-mère Eleanor, sa lettre qui m'était adressée, une photographie de nous deux dans sa bijouterie préférée, et une seule feuille de papier pliée, une copie du contrat d'Everlit Studio avec mon nom clairement imprimé en bas. J'ai souri intérieurement. D'une minute à l'autre. D'une minute à l'autre, Victoria allait s'approcher de cette boîte, et plus rien ne serait jamais comme avant. Laissez-moi vous raconter ce qui se passait au Grand Belmont pendant que j'étais assise dans ce salon d'aéroport. La salle de bal était magnifique. Une centaine de tables drapées de linge ivoire, des centres de table de roses blanches et d'hortensias s'élevant vers les lustres en cristal. Un orchestre à cordes jouait doucement tandis que des serveurs en gants blancs servaient le troisième plat. 400 invités, l'élite de Boston, le vaste réseau des Thornton, la collection soigneusement sélectionnée d'amis impressionnants de Victoria. Et au centre de tout cela, ma sœur. Elle était radieuse dans sa robe Vera Wang sur mesure, des diamants étincelants à son cou et à ses poignets. Marcus était assis à ses côtés, beau et admiratif, exactement le genre de mari qu'elle avait toujours dit mériter. Mes parents étaient à la table d'honneur, rayonnants. Ma mère ne cessait de s'essuyer les yeux, submergée par la fierté. Mon père serrait la main du père de Marcus, deux patriarches scellant une alliance. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a remarqué la chaise vide qui aurait dû être là. Pendant le cocktail, Victoria avait circulé dans la salle, acceptant les compliments et les bises. Quand quelqu'un l'avait interrogée sur les bijoux qu'elle portait, elle s'était penchée d'un air complice. Attendez de voir la collection de grand-mère. J'en hérite,
vous savez, plus de 2 millions de dollars en pièces de famille. Je porterai les perles au Mégala le printemps prochain. » Ses invités avaient poussé des « oh » et des « ah » d'admiration. Maintenant, alors que le dessert était servi, le maître de cérémonie a pris le micro. « Mesdames et messieurs, c'est le moment d'un instant spécial. Nos magnifiques mariés aimeraient ouvrir quelques cadeaux avant que nous ne coupions le gâteau. » Victoria a frappé dans ses mains de joie. Marcus souriait à ses côtés. Une table croulant sous les présents attendait à proximité. Et posée sur le bord, presque cachée parmi les boîtes Tiffany et les paquets Hermès, se trouvait une petite boîte argentée avec un ruban blanc. Victoria ne l'avait pas remarqué. Pas encore. Victoria a flotté vers la table des cadeaux comme une reine s'approchant de son trône. « Voyons quels trésors nous attendent. » a-t-elle annoncé, et la salle a ri poliment. Elle a ouvert la première boîte, un vase en cristal de baccarat. La deuxième, un ensemble de bougeoirs en argent massif. Chaque cadeau recevait un sourire gracieux et un murmure d'appréciation. Puis sa main s'est posée sur la boîte argentée. Elle l'a ramassée, a jeté un coup d'œil à la carte et a laissé échapper un petit rire. « Oh, regardez » a-t-elle dit, assez fort pour que les tables voisines entendent. « Un cadeau de ma sœur, celle qui n'a même pas pu se permettre de venir correctement. » Quelques invités ont échangé des regards embarrassés. Marcus a légèrement froncé les sourcils. « Victoria. Voyons ce qu'elle nous a offert. » Un bon fait maison, probablement, ou l'une de ses petites photographies. Victoria a dénoué le ruban, souriant toujours pour la foule. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, épaisse et d'apparence officielle. Son sourire a vacillé. Elle a sorti les papiers, les dépliant lentement. Le premier était un document juridique couvert de tampons et de signatures. Le second était une lettre manuscrite sur du papier à lettres crème. Le troisième était une photographie, une femme âgée et une jeune fille se tenant devant une bijouterie. Les yeux de Victoria ont parcouru le document juridique. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. « Qu'est-ce que c'est » a demandé Marcus en se penchant. Victoria n'a pas répondu. Ses mains tremblaient. La lettre a glissé de ses doigts et a dérivé jusqu'au sol. À une table voisine, ma mère, Patricia, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée. « Victoria, chérie ?» Victoria a levé les yeux des papiers, son visage était un masque de choc et d'incrédulité. « Ça ne peut pas être vrai » chuchota-t-elle. « Ce n'est pas possible. Grand-mère m'aimait. Elle ne ferait jamais » Elle s'est interrompue. 400 invités la fixaient en silence. Et au fond de cette boîte argentée se trouvait une dernière feuille de papier qu'elle n'avait pas encore dépliée. Ma mère a rejoint la table d'honneur en quelques secondes. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui ne va pas ?» Victoria lui a tendu les papiers d'une main tremblante. Les yeux de Patricia ont parcouru le document, la signature notariée, le sceau légal, les mots qui déclaraient la collection de bijoux Hartwell comme la propriété exclusive de Myra Eleanor Wells. Le visage de ma mère s'est décomposé. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. La voix de Victoria s'est brisée. C'est daté d'il y a 2 ans, avant même que grand-mère ne tombe malade. Des murmures ont commencé à parcourir la salle de bal. Les invités les plus proches de la table d'honneur en avaient vu assez, l'expression frappée de la mariée, les papiers tremblants dans ses mains. « N'est-ce pas les bijoux dont elle nous parlait plus tôt ?» a murmuré quelqu'un. « La collection de 2 millions de dollars ?» Elle a dit que c'était à elle. Victoria les a entendus. Son visage s'est crispé. « C'est un faux. » Elle brandissait les papiers comme la preuve d'un crime. Ma sœur a forgé tout ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Mon père est apparu aux côtés de ma mère, l'expression sombre. Laisse-moi voir ça. Il a lu le document. Puis il a ramassé la lettre sur le sol, l'explication manuscrite de grand-mère Eleanor. Victoria voit ces pièces comme des trophées. Myra les voit comme des souvenirs. Je sais qui saura honorer mon héritage. Sa mâchoire s'est contractée. Harold. La voix de ma mère était ténue. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais mon père n'a pas répondu. Il reconnaissait l'écriture de sa mère. Il connaissait sa signature. Il comprenait, peut-être pour la première fois, ce qu'Eleanor avait vu chez ses 2 petites filles et ce qu'elle avait choisi. Ça ne peut pas arriver. Victoria a arraché la lettre, les larmes coulant sur son visage.
Pas aujourd'hui. Pas à mon mariage. Marcus restait pétrifié à ses côtés, regardant sa mariée s'effondrer devant 400 témoins. Il avait l'air perdu. Il ressemblait à un homme qui commençait tout juste à réaliser qu'il ne connaissait pas du tout sa fiancée. Attends. La voix de Marcus a coupé les sanglots de Victoria. Il fixait la boîte argentée. Il y a autre chose là-dedans. Victoria a baissé les yeux. Au fond de la boîte, à moitié cachée par du papier de soie, se trouvait une autre feuille pliée. Elle l'a sortie de ses doigts tremblants. C'était un contrat de photographie. L'en-tête indiquait « Everlit Studio Wedding Service Agrément ». Les yeux de Victoria sont descendus jusqu'à la page des signatures. Client, Victoria Wells. Propriétaire gérante, Mira Wells. Montant payé, $15 000, non remboursable. Elle l'a fixé. Non. Sa voix n'était plus qu'un murmure. Non, non, non. Victoria? Marcus lui a pris le papier, les yeux s'écarquillant à la lecture. Tu as engagé son entreprise. Tu m'as dit que ta sœur était en difficulté, qu'elle ne pouvait pas garder un emploi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Victoria a pivoté, les yeux hagards. Où est le photographe? Où est le photographe? Une jeune femme avec un appareil photo s'est avancée nerveusement depuis le coin où l'équipe de photographie travaillait toute la soirée. Je suis désolé, madame. Je suis la photographe principale. Madame Mira Wells est la propriétaire, mais elle n'assiste généralement pas aux séances en personne. Vous travaillez pour elle? La photographe a hoché la tête avec précaution. Everlit Studio a photographié plus de 200 mariages. Nous sommes l'une des agences les plus réputées du pays. La salle de bal était désormais plongée dans un silence complet. 400 invités. Chacun d'entre eux regardant le monde soigneusement construit de Victoria s'effondrer en temps réel. Quelqu'un à une table voisine a sorti son téléphone. Elle a bien dit $2 millions? Et la sœur possède une entreprise de photographie? Celle que Victoria traitait de ratée? Marcus tenait toujours le contrat, le visage indéchiffrable. Victoria, sa voix était basse. Sur quoi d'autre as-tu menti? Victoria ne pouvait pas répondre. Elle était trop occupée à chercher son téléphone. Elle avait besoin de m'appeler. Elle avait besoin de hurler sur quelqu'un. Elle avait besoin de réparer ça. Mais certaines choses ne se réparent pas. Bon, je dois m'arrêter un instant. Levez la main dans les commentaires si vous aviez vu venir cela, car honnêtement, même moi je ne m'attendais pas à ce que tout s'écroule aussi vite. Victoria vient de découvrir que la grand-mère qu'elle pensait être sa plus grande alliée avait en fait vu clair en elle. Et la sœur qu'elle traitait de ratée? Elle possède l'entreprise qui photographie son mariage. Si vous voulez voir comment cela se termine et croyez-moi, ça devient encore plus fou, cliquez sur le bouton j'aime et restez avec moi, car Victoria s'apprête à faire un choix qui définira tout ce qui suivra. Les chuchotements s'étaient transformés en un murmure constant. Victoria se tenait à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues, les papiers accablants serrés entre ses mains. Mes parents l'entouraient comme des sentinelles, bien qu'ils aient l'air tout aussi hébétés qu'elle. C'est alors que Caroline Ashford s'est avancée. Elle observait depuis un coin de la salle l'élégante organisatrice de mariage qui avait orchestré chaque détail de cette journée parfaite. Elle a marché vers la table d'honneur avec le calme et l'autorité de quelqu'un qui a tout vu. Si je peux me permettre. La salle s'est tue. Caroline a pris le document juridique des mains tremblantes de Victoria et l'a examiné brièvement. C'est authentique, dit-elle assez fort pour que les tables voisines entendent. J'ai été témoin de la signature de cet avenant par Eleanor Hartwell il y a 2 ans. J'étais présente lorsqu'elle a discuté de ses volontés avec son avocat. Caroline, tu ne peux pas. Patricia s'est avancée. Si, Patricia. La voix de Caroline était douce mais ferme. Eleanor était ma plus chère amie pendant 40 ans. Elle m'a dit exactement pourquoi elle avait fait ce choix. Alors dis-le nous. A crié Victoria. Dis-nous pourquoi elle a fait ça. Caroline l'a regardée avec quelque chose comme de la pitié. Elle a dit, Victoria voit les bijoux comme des trophées. Mira les voit comme des souvenirs. Elle a dit, ta sœur était la seule à l'avoir jamais aimée pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Les mots flottaient dans l'air. À une table vers le fond, quelqu'un filmait définitivement avec son téléphone. Elle a aussi dit autre chose. Caroline a joint ses mains.
Elle a dit, Mira ne m'a jamais rien demandé. Victoria n'a jamais cessé de demander. Cela comptait pour elle. La bouche de Victoria s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, ma sœur n'avait plus rien à dire et 400 témoins avaient entendu chaque mot. Il y a autre chose que les gens devraient savoir. La voix venait du fond de la salle. Un homme d'une soixantaine d'années s'est levé, cheveux argentés, distingué, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Richard Peton, PDG de Peton Media Group, l'un des plus vieux amis du père de Marcus. Je connais Mira Wells, a-t-il dit. Elle a photographié le mariage de ma fille l'année dernière à Malibu. 600 invités. Elle a été brillante. Un murmure a balayé la salle. Attendez. Une femme à une autre table a levé la main. Mira Wells de Everlit Studio? Ils ont couvert notre gala de fondation. Ils ont fait l'objet d'un article dans Vogue. D'autres invités ont commencé à prendre la parole. Ils ont photographié la cérémonie des Whitmore. J'ai entendu dire qu'ils sont complets 2 ans à l'avance. Un ami m'a dit qu'elle refuse des mariages de célébrités parce que son emploi du temps est saturé. Le visage de Victoria était un masque d'incrédulité. C'est impossible. Mira et elle prend des photos d'inconnus. Elle n'est personne. En réalité, a dit Richard Peton, sans méchanceté, elle a beaucoup de succès. Son entreprise a réalisé plus de 3 millions de dollars de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est l'une des photographes de mariage les plus recherchées de la côte ouest. Ma mère s'est agrippée au dossier d'une chaise. 3 millions de dollars? On aurait dit qu'elle allait s'évanouir. Mon père restait immobile, le visage indéchiffrable. Mais je connaissais cette expression. Il calculait, réévaluait, réalisant à quel point il s'était trompé. Elle n'a jamais rien dit, a-t-il murmuré. Pourquoi l'aurait-elle fait? A répliqué Richard. De ce que j'ai compris, votre famille n'était pas particulièrement disposée à l'écouter. Victoria s'est tournée vers Marcus. Ça ne change rien. Elle essaie toujours de gâcher ma journée. Elle est toujours Victoria. La voix de Marcus était froide d'une manière que personne n'avait jamais entendue, m'a-t-on dit. Tais-toi. Sa mariée s'est tue. Et dans ce silence, la vérité s'est déposée sur la salle comme la poussière après une explosion. À 5000 km de là, mon téléphone a commencé à sonner. J'étais toujours dans le salon de l'aéroport, terminant mon 2e café, regardant les dernières lueurs s'effacer sur Boston. L'écran s'est allumé au nom de Victoria. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore 5 fois, 10 fois, 15 fois. Puis le nom de ma mère est apparu, puis celui de mon père. Les messages ont commencé à affluer, Victoria, décroche ce téléphone tout de suite. Victoria, tu as tout gâché. Victoria, comment as-tu pu me faire ça? Maman, Mira, appelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Papa, c'est inacceptable. Tu vas t'expliquer. Victoria, je ne te pardonnerai jamais ça. Victoria, toute la salle me dévisage. Victoria, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? J'ai regardé les notifications s'accumuler. L'écran brillait de leur rage, de leur désespoir, de leurs exigences. 47 appels manqués au moment où j'ai fini mon café. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans mon sac. Une agente de porte a annoncé que l'embarquement pour mon vol vers Los Angeles commençait. J'ai rassemblé mes affaires et je me suis dirigé vers la porte de départ, passant devant des familles se retrouvant, des couples se disant adieu et des voyageurs d'affaires tapant sur leurs ordinateurs. Personne dans cet aéroport ne savait ce qui venait de se passer dans une salle de bal à l'autre bout de la ville. Personne ne savait qu'une famille se brisait en temps réel, qu'une mariée pleurait devant 400 invités, qu'une vérité cachée depuis des années s'était enfin frayé un chemin vers la lumière. J'ai tendu ma carte d'embarquement à l'agente et j'ai emprunté la passerelle. Mais juste avant d'éteindre mon téléphone, un dernier message est arrivé. Pas de Victoria, pas de mes parents, mais de Marcus. Et ce qu'il disait m'a fait marquer une pause. Marcus, Mira, c'est Marcus Thornton. Je suis désolé de te contacter ainsi. J'ai eu ton numéro grâce au contrat Everlit. Je me suis tenu sur le seuil de l'avion, les passagers défilant à côté de moi, et j'ai lu ces mots. Marcus, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce soir. Victoria est inconsolable, mais elle ne veut rien expliquer. Elle dit juste que tu l'as trahi. Un autre message est apparu.
Marcus, elle m'a dit que tu étais mentalement instable, que tu avais des problèmes et que tu ne pouvais pas garder un emploi, que ta famille avait dû te couper les vivres pour ton propre bien. Ma poitrine s'est serrée. Marcus, je l'ai cru. Je n'ai jamais remis cela en question. Je n'ai jamais essayé de te rencontrer ou d'entendre ta version. Je réalise maintenant que c'était une erreur. Une hôtesse de l'air a touché mon bras. Madame, nous avons besoin que vous preniez votre siège. J'ai hoché la tête et j'ai marché vers ma rangée, tout en continuant à lire. Marcus, la réception s'est terminée prématurément. La moitié des invités est partie après l'intervention de Caroline. Mes parents posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne sais plus quoi croire. J'ai bouclé ma ceinture au moment où le dernier message arrivait. Marcus, je ne te demande pas de te justifier. Tu ne me dois rien. Mais je voulais que tu saches que je suis désolé pour la part que j'ai jouée là-dedans pour l'avoir cru sans réserve. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Puis j'ai répondu, Mira, merci de m'avoir contacté, Marcus. Je n'ai aucune rancœur envers toi. Quoi que tu décides concernant ta relation, j'espère que tu trouveras la clarté. Sa réponse fut presque instantanée. Marcus, le mariage est fini, mais j'ignore s'il en sera de même pour l'union civile. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout cela. J'ai éteint mon téléphone alors que l'avion quittait la porte d'embarquement. Du temps. C'était la seule chose qu'aucun de nous ne pouvait récupérer. Le vol de retour vers Los Angeles fut calme. Assise près du hublot, je regardais les lumières de Boston rétrécir sous mes pieds, pensant aux messages de Marcus, aux cris de Victoria figés dans le texte, aux exigences de mes parents pour que je m'explique. Le fait est que je n'avais rien à expliquer. Je n'avais pas forgé ces documents. Je n'avais pas piégé Victoria pour qu'elle engage mon entreprise. Je n'avais rien fait d'autre que de livrer la vérité que grand-mère Eleanor m'avait confiée, la vérité sur les bijoux, la vérité sur ce que j'étais devenu, la vérité que ma famille avait refusé de voir pendant 28 ans. Quelque part au-dessus de la Pennsylvanie, j'ai pris une décision. Je ne rappellerai pas Victoria. Je ne répondrai pas aux exigences de mes parents. Je ne m'excuserai pas, ne me défendrai pas et ne supplierai pas d'être comprise. Toute ma vie, j'avais accepté leur dédain. Je m'étais faite petite. J'avais espéré que si j'étais assez discrète, assez sage, assez brillante, ils finiraient par me remarquer. Mais j'en avais fini avec l'espoir. Alors que l'avion traversait les montagnes rocheuses, j'ai écrit une note sur mon téléphone. Pas un message à envoyer, juste des mots pour moi-même, je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma nouvelle limite. Si Victoria voulait s'excuser vraiment, je l'écouterais. Si mes parents voulaient me connaître vraiment, je leur donnerais une chance. Mais je ne leur courrais plus après. Je ne mettrais plus ma valeur en scène pour des gens qui n'avaient jamais pris la peine de regarder. J'ai rangé mon téléphone et fermé les yeux. Au moment où nous avons atterri à Los Angeles, le soleil se levait sur le Pacifique. C'était comme le début de quelque chose, ou peut-être la fin. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Je n'ai découvert la vidéo que le lendemain matin. Mon assistante, Jenna, m'attendait quand je suis entré dans les bureaux d'Everlit Studios. Elle tenait son téléphone avec une expression entre l'étonnement et l'inquiétude. Mira, tu dois voir ça. Elle a tourné l'écran vers moi. Une vidéo TikTok déjà 2 millions de vues et ça grimpait encore. La légende indiquait, une mariée riche découvre que sa sœur ratée est en fait millionnaire. Quelqu'un au mariage avait filmé. La vidéo montrait Victoria à la table d'honneur, son visage passant de l'arrogance à la confusion puis à la dévastation alors qu'elle lisait les documents. Elle capturait le discours de Caroline. Elle capturait les murmures des invités, la révélation de Richard Peton sur mon entreprise et l'ordre glacial de Marcus à Victoria de se taire. Les commentaires étaient infinis, ce sont toujours les plus discrets que l'on sous-estime. Grand-mère savait exactement qui méritait ses bijoux. C'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue. Toute la vie de Victoria vient d'être démasquée devant 400 personnes. J'ai fait défiler des milliers de réactions des inconnus qui ne m'avaient jamais rencontré, encourageant une femme qu'ils ne connaissaient que par un clip de 30 secondes. Ton nom est en tendance, dit doucement Jenna. Everlit Studio a reçu 300 demandes pendant la nuit. Je me suis assise lentement. Je n'avais pas voulu cela. Je n'avais rien filmé, rien posté, ni essayé de devenir viral. Je voulais juste être vu par ma famille.
Mais maintenant, le monde entier voyait quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un email d'un journaliste du Boston Globe, Mademoiselle Wells, nous aimerions vous interviewer au sujet de la vidéo virale du mariage. Je l'ai supprimée. Annule mes réunions aujourd'hui, ai-je dit à Jenna. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Parce que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début, et j'avais le sentiment que ma famille n'allait pas tarder à se manifester. 3 jours plus tard, ma mère est apparue. J'étais dans mon bureau en train de revoir des épreuves d'un shooting récent quand ma réceptionniste m'a appelé. Mademoiselle Wells, il y a une femme ici qui demande à vous voir. Elle dit être votre mère. J'ai fermé les yeux un instant. Puis je me suis levé et j'ai marché vers le hall. Patricia Wells se tenait près de l'entrée, semblant totalement déplacée. Elle était vêtue de son habituelle Chanel boucle d'oreilles en perles, chemisier de soie, cheveux parfaitement coiffés mais ses yeux étaient rougis et incertains. Elle fixait le bureau de réception, les prix sur les murs, les couvertures de magazines encadrés mettant en avant Everlit Studio. « Tout ceci est à toi », a-t-elle dit en me voyant. « Tout ça ? » ?»« Oui. »« Tu ne nous as jamais dit. »« Vous n'avez jamais demandé. » Elle a tressailli. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai fermé la porte. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, ses mains serrées sur ses genoux. Je suis venu parler de ce qui s'est passé. J'ai supposé elle s'est interrompue. Tu as gâché le mariage de ta sœur. Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu lui faire ça? Je n'étais pas au mariage, maman. Je n'étais pas invité. Tu sais ce que je veux dire. Ce coup monté avec le cadeau. Je me suis adossé à ma chaise. J'ai donné à Victoria la vérité de grand-mère Eleanor. Les documents sont réels. Le testament est légal. Tout ce qui se trouvait dans cette boîte était authentique. Mais pourquoi? Pourquoi l'humilier devant tout le monde? Je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée toute seule. Ma voix est restée ferme. Elle a passé des mois à se vanter de bijoux qui n'ont jamais été les siens. Elle a menti à son fiancé à mon sujet. Elle a dit à tout le monde que j'étais une ratée. Le visage de ma mère s'est décomposé. Maman. Je me suis penché en avant. J'ai passé 28 ans à être invisible pour cette famille. Je ne demande pas d'excuses. Je demande simplement de l'honnêteté. Elle m'a dévisagé. Et alors, pour la première fois de ma vie, ma mère m'a réellement regardé. Son regard a parcouru lentement mon bureau, les fenêtres du sol au plafond surplombant le centre-ville de là, les prix exposés sur les étagères, les reconnaissances de l'industrie, les articles de presse, une lettre encadrée d'un sénateur me remerciant d'avoir documenté le mariage de sa fille. Les photographies sur les murs, chacune étant le témoignage d'une carrière bâtie dans le silence. Ses yeux se sont posés sur une photo de moi avec grand-mère Eleanor, prise lors de son 81e anniversaire. Nous rions de quelque chose, nos têtes penchées l'une vers l'autre. Et alors Patricia Wells a commencé à pleurer. Pas les larmes délicates qu'elle versait lors des événements mondains de vrais sanglots, laids et brutes, secouant tout son corps. Nous t'avons délaissé, dit-elle entre deux respirations. Je t'ai délaissé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je lui ai laissé les mots. Victoria exigeait toujours tellement. Elle criait ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. Et toi, tu étais juste silencieuse. Tu ne te plaignais jamais. Tu ne demandais jamais rien. Elle a essuyé son visage de ses mains tremblantes. Je pensais que cela signifiait que tu allais bien. Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai cessé d'avoir besoin de vous, ai-je dit doucement, parce que je savais que vous ne seriez pas là. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je pensais elle lutter pour se ressaisir. Je pensais que nous donnions une attention particulière à Victoria parce qu'elle en avait plus besoin. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Elle en avait besoin parce que nous lui avons appris à en avoir besoin. Et toi, tu as cessé d'en avoir besoin parce que nous t'avons appris à ne plus espérer. Je n'ai rien dit. Eleanor a essayé de me le dire. La voix de ma mère n'était plus qu'un souffle. Elle disait que j'étais en train de te perdre. Je n'ai pas écouté. Je pensais qu'elle exagérait. Elle m'a regardé avec ses yeux rouges. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Mira, mais j'avais besoin que tu saches. Je vois, maintenant. Je vois ce que j'ai fait. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai hoché la tête.
Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Avant de partir, ma mère m'a donné des nouvelles de Victoria. Marcus a reporté la lune de miel, dit-elle, la voix creuse. Il loge chez ses parents. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir à tout pour savoir s'il veut toujours être marié. Ma mère a hoché la tête misérablement. La vidéo a aggravé les choses. Elle a pressé ses doigts sur ses tempes. C'est partout. 3 millions de vues maintenant. Des gens dans l'entreprise de Victoria l'ont vu. Son patron l'a convoqué. Ils lui ont demandé de prendre un congé jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai ressenti une étrange lourdeur dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la joie, juste de la lourdeur. Il y a plus, a continué ma mère. Les parents de Marcus, les Thornton, ont appelé ton père. Ils ont demandé s'il y avait autre chose sur quoi Victoria avait menti. Ce sont des gens de la vieille fortune, tu sais, ils accordent beaucoup d'importance à la réputation de la famille. Et Victoria n'a pas pu leur répondre. Elle a essayé. Elle a dit que tu avais tout manipulé, que grand-mère Eleanor n'avait plus toute sa tête quand elle a rédigé le testament. Ma mère a ri amèrement. Mais Caroline Ashford est amie avec les Thornton. Elle leur a dit la vérité. Ainsi Victoria avait perdu plus que les bijoux. Elle avait perdu la confiance de Marcus, le respect de sa belle famille, sa réputation professionnelle, l'image parfaite qu'elle avait passé sa vie entière à construire. Elle te blâme, a dit ma mère. Elle dit que tu as détruit sa vie exprès. Je n'ai rien détruit. J'ai simplement arrêté de faire semblant. Ma mère s'est levée pour partir, ramassant son sac d'une main tremblante. À la porte, elle s'est retournée. Eleanor disait toujours que tu étais la plus forte d'entre nous tous. Sa voix s'est brisée. Je pense que je commence enfin à comprendre ce qu'elle voulait dire. Elle est sortie. Je suis resté assis seul dans mon bureau pendant un long moment après cela, regardant le soleil s'enfoncer vers le Pacifique. Je ne me sentais pas forcément forte, mais je n'étais pas brisé non plus. Ce soir-là, je suis resté tard au bureau. Le bâtiment était silencieux, tous les autres étaient rentrés chez eux. Assise dans mon fauteuil, je regardais la silhouette de Los Angeles se transformer du doré au rose, puis au bleu profond. Sur mon bureau se trouvait la photographie de grand-mère Eleanor et moi. Je l'ai prise et j'ai étudié son visage, ce sourire complice, ses yeux bienveillants qui m'avaient toujours vu quand personne d'autre ne le faisait. Avais-tu prévu tout cela? Ai-je demandé à la pièce vide. Bien sûr, elle n'a pas répondu, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait, je n'ai fait que planter des graines, ma chérie. C'est toi qui les as fait grandir. J'ai pensé à ma famille. À Victoria, se noyant dans les conséquences de ses propres actes. À ma mère, ouvrant enfin les yeux après 28 ans. À mon père, probablement en train de recalculer tout ce qu'il pensait savoir sur ses filles. Je ne voulais pas les punir éternellement, mais je ne pouvais pas non plus redevenir invisible. J'ai pris une décision, assise là, dans la lumière faiblissante. La porte de la réconciliation ne serait pas verrouillée. Si Victoria s'excusait sincèrement sans me blâmer, sans chercher d'excuses, mais en assumant réellement ses responsabilités, je l'écouterais. Si mes parents voulaient connaître la véritable Mira, je leur donnerais cette chance. Mais je ne leur courais pas après. Je ne me mettrais pas en scène pour obtenir leur approbation. Je ne me ferais pas petite pour entrer dans l'espace qu'ils m'avaient assigné. Ils devraient venir à moi comme des égaux ou ne pas venir du tout. Je l'ai écrit dans mon journal, je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma limite. Claire, ferme, incassable. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je méritais, et je n'étais pas prête à accepter moins. Une semaine après la visite de ma mère, je suis allé à la banque. La collection Hartwell m'attendait dans un coffre privé, 12 pièces de joaillerie exquise qui appartenaient à la famille de ma grand-mère depuis des générations. Des colliers de perles des années 1920. Des boucles d'oreilles en diamant art déco. Une broche en saphir ayant appartenu autrefois à une duchesse. J'ai tenu chaque pièce avec précaution, pensant aux mains qui les avaient portées, aux histoires qu'elles véhiculaient, à l'amour qu'elles représentaient. Victoria les avait voulues comme des trophées, des symboles de statues à photographier, à exposer, et pour s'en vanter mes grand-mères Eleanor les voyaient différemment. La beauté n'est pas une question de possession, avait-elle écrit dans sa lettre. C'est une question de préservation. Je comprenais maintenant.
J'ai pris des dispositions pour que les pièces les plus significatives sur le plan historique soient prêtées au musée des Beaux-Arts de Boston, où elles seraient exposées dans l'aile des arts décoratifs avec une plaque honorant l'héritage d'Eleanor Hartwell. Le reste, je le garderai en sécurité. Un jour, si j'avais des enfants, ils en hériteraient avec les histoires de leur origine et de leur signification. Alors que je quittais la salle des coffres, le directeur de la banque m'a tendu une enveloppe scellée. Ceci se trouvait également dans le coffre, Mademoiselle Wells. Nous ne l'avions pas remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite, « Ma chérie Mira, encore une chose que je ne t'ai pas dite. J'ai laissé quelque chose à Victoria aussi. Un petit bracelet de perles qui appartenait à ma mère. Simple, sans grande valeur marchande, mais plein de sens si elle parvient à en comprendre la valeur. J'espère qu'un jour elle le fera. Avec tout mon amour, grand-mère Eleanor. » Je suis resté dans le hall de la banque et j'ai laissé couler mes larmes. Même dans la mort, ma grand-mère avait espéré que Victoria puisse changer. Peut-être le ferait-elle, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'honorerai la mémoire de grand-mère Eleanor de la seule façon que je connaisse, en étant la personne qu'elle a toujours cru que je pouvais être. 6 mois ont passé depuis le mariage de Victoria. Je suis toujours à Los Angeles, je dirige toujours Everlit Studio, je continue de bâtir la vie que j'ai créée à partir de rien. La vidéo virale a fini par s'estomper, comme c'est toujours le cas. Mon nom n'est plus en tendance. Les journalistes ont cessé d'appeler. Mais certaines choses sont différentes maintenant. Ma mère m'appelle une fois par semaine. Des conversations maladroites et hésitantes au début, aucune de nous deux ne sachant quoi dire, mais peu à peu, nous apprenons. Elle me pose des questions sur mon travail. Je lui réponds, et elle écoute. C'est un début. Mon père m'a envoyé une lettre 3 pages manuscrite s'excusant pour ses années d'aveuglement. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas trop quoi dire, mais j'y réfléchis. Victoria et Marcus suivent une thérapie de couple. Elle m'a appelé le mois dernier la première fois depuis le mariage. Elle ne s'est pas exactement excusée, mais elle ne m'a pas attaqué non plus. Elle a juste dit, j'essaie de comprendre. C'est peut-être tout ce qu'elle peut offrir pour le moment. Peut-être qu'un jour, ce sera plus. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. La meilleure réponse au mépris n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de leur jeter votre succès à la figure. C'est de construire quelque chose de vrai. C'est de protéger ce qui compte. C'est de connaître votre valeur si profondément que l'opinion de personne, pas même celle de votre famille, ne peut l'ébranler. Je ne me suis pas présenté à ce mariage pour détruire ma sœur. Je m'y suis présenté pour être enfin vu. Et ce cadeau que j'ai laissé sur la table? Il ne s'agissait pas de la rabaisser. Il s'agissait de m'affirmer. Pour la première fois de ma vie, je me suis choisi. Alors, laissez-moi vous demander ceci, avez-vous déjà dû fixer une limite avec quelqu'un que vous aimiez? Qu'est-ce que cela vous a coûté? Qu'est-ce que vous y avez gagné? Partagez votre histoire dans les commentaires. Je les lirai toutes, car parfois, la chose la plus courageuse que l'on puisse faire n'est pas de se montrer, c'est de savoir quand s'en aller. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible au sein de votre propre famille, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Et si vous voulez d'autres histoires de ce genre, consultez la vidéo dans la description. Je pense que vous allez l'adorer. D'ici la prochaine fois, souvenez-vous, vous méritez d'être vu. Au revoir pour le moment.